Petite chronique loufoque des tribulations de Balbise en romancier, 15e chronique, les plages de la nuit. L'autre jour, en cherchant d'imaginaires chevaliers dans des villes invisibles, je tombai pile sur un troupeau de dindons édentés, appartenant au célèbre baron Perché, qui me dit, sur un ton sibyllin, « L'ombre profonde de nos rêves se cache dans d'inlassables bancs de brume mauve. » Diantre, me dis-je, voilà qui est plus qu'étrange. Mais, désireux d'aller m'abreuver aux grandes fontaines de l'espoir, j'abandonnai sur le champ la lecture passionnante, quoique plutôt aride, de l'Anabase de Xénophon, et ce, même au risque de me voir accusé de participer à l'effondrement de notre culture classique. Et c'est ainsi qu'en me frayant péniblement un chemin au travers de foules tonitruantes, et ne cédant en rien aux outrages des tumultes torrentiels, et poussé par un élan rare de pur mysticisme, j'accédai à un lac immense et blanc. Toutefois, une oscillation bizarre et imprévue fit naître en moi de furtives réticences teintées quelque peu d'une insistante sensation de polémique. Mais qu'à cela ne tienne, comme disait Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Première vision de Balbise. Et c'est les mains pleines de lune que j'ai contemplé l'aube naissante, alors que les plages de la nuit se déplacent timidement à la promesse du jour. Me vinrent alors à l'esprit les terrifiants démons de Jérôme Bosch, ce qui évoqua pour moi, allez donc savoir pourquoi, l'énigmatique attrapeur d'ombre qui, engagé dans une poursuite effrénée, tenta vainement d'abattre l'écuyer mirobolant à l'aide d'une mitrailleuse d'argile. « Tout se paye, me dis-je alors. » Et c'est l'âme au point que je m'en fus vers l'abattoir numéro 5, dans le but inavoué de retracer un tant soit peu les miettes éparses de mon enfance. Bien malement pris, car je tombais malencontreusement sur les miettes amères de mes amours défuntes. Ah là là, me dis-je, quelle déveine! Or, pour me remettre quelque peu de ce trop-plein d'émotions, je me plongeai dardard dans la lecture d'un vieux classique, La guerre des Gaules. Il faut bien rendre à César ce qui revient à César, me dis-je à moi-même. Deuxième vision de Balbise. Dans le vaste empire de la fureur, encore des milliers de forêts à abattre, des dévastations à l'infini. Et c'est avec plein de cigales aiguës dans mes oreilles et avec toute l'herméneutique en main que je dus finalement admettre que certains enchantements sont parfois pervers. Et ce, même si les feuilles givrées de l'éveil nous immergent par instants dans de sombres courants de silence où toutes les joies de l'esprit sont bannies dans les parcs morts. Cependant, la rumeur soyeuse du vent n'avait de cesse de me dire que toutes ces villes sont si tristes et que toutes ces nuits qui se tiennent à ma gauche sont comme toutes mes morts qui m'observent. Attention, un œil noir te regarde. Et pourtant, le bruissement subtil des trembles à travers les fragiles tourelles de sable annonce le doux miel des beaux jours, alors que d'intrépides équipages de silence, dans le gris bleu du matin, s'apprêtent à explorer le labyrinthe infini du monde. Et c'est à bord du célèbre Kon-Tiki qu'il quitte vaillamment Stonehenge vers la lagune mystérieuse du roi Arthur. Et au crépuscule, on les retrouva dans le jardin des Oliviers, accompagnés des maîtres chanteurs et devisant paisiblement sur la valeur métaphysique des odes de Pindare. Troisième vision de Balbise. 12 pharaons de porphyre noir et au masque d'or, flanqués de 12 sphinx de granit gris, observent imperturbablement le passage des siècles, tous taciturnes et dressés qu'ils sont sur leur socle millénaire, alors que le regard fabuleux d'Orion s'élève encore au-dessus des dunes, par-devers l'Orient mystique. Mais voilà-t-il pas que m'étant perdu dans des sentiers mêlés, je tombe inopinément sur Taras Bulba, qui tient mordicus à me brosser un portrait du barbare.
se référant tantôt à Clovis, tantôt à Charlemagne. Mais lorsqu'il se mit à me parler de la fin tragique des Romanov et de l'incendie du Reichstag, alors là, me dis-je, il doit sûrement fumer autre chose que des Niños. Et au fur et à mesure qu'il insistait, il finit par se perdre en divagations alambiquées et oiseuses sur la nuit de cristal, ainsi que sur celle des longs couteaux. C'en était trop. Je tirai donc élégamment ma référence, sans manquer de lui servir un « Das Vidania » retentissant. Quatrième vision de Balbise. Voyez toutes ces nuits étagées le long des murailles massives, alors que les îles bleues de mon enfance dévalent les falaises grises pour mieux s'assembler en cortège amer sur les cimes des vagues déferlantes. Or, tout compte fait, qui n'a pas son gentil petit Minotaure? Je vous le demande, car depuis que le cheval noir, à tête blanche, s'est pris pour le zèbre de Königsberg, tous nos souvenirs pieux dans le train-train des jours ont amené le cortège des vainqueurs dans la chambre ardente où les rois maudits, se prenant pour les maîtres du monde, se sont secrètement entendus sur le sort funeste de réserver à Maximilien Robespierre, dit l'incorruptible. Cinquième vision de Balbise. Le temps des compassions poisseuses laisse un goût amer de varech et d'argile moite. Pendant ce temps, et bien avant le Big Bang, sur un rocher dans la ligne d'univers, les valeureux soldats de l'aube, sous le soleil brûlant d'Austerlitz, attendaient l'appel du destin. Et on ne sait pas si c'est par sens du tragique ou par sens du sacré qu'ils filèrent droit vers la maison de Russie pour être finalement tous déportés en Sibérie. Et c'est cette fameuse marche noire qui poussa Rimbaud en Abyssinie, alors que le dernier Viking nous racontait l'immortelle saga d'Éric le Rouge, qui disparut à jamais dans la mer de Norvège. Et comme le temps vieillit vite, il fallut de toute urgence prévoir la traverse du détroit de Belle-Île, car les cathédrales de la mer sont devenues les ossuaires du temps et servent désormais de glauques tombeaux pour les rois mérovingiens. Sixième vision de Balbise. Les torpeurs fuligineuses des saules pensifs rappellent les plumes broyées de nos chimères, captives dans la fluidité indigo de la nuit. Et dans des ravins verts exultent les tumultes tapageurs des ardentes chapelles, où nos mains et nos cœurs, en un élan foudroyé, s'envolent en millions d'éclats irisés. Avez-vous lu Bachot, le poète vagabond? Celui qui parvient à nous parler d'une montagne de choses minuscules perdues dans un océan de détails. Et comme c'est l'été que les jours raccourcissent, c'est par un bruit de soie que la grande mutation arriva dans nos vies. Il fallut tout d'abord 2 longues semaines de pluie sous la sombre voûte céleste avant que l'alchimie du jour ne produise des touffeurs d'étuves. Et c'est à la suite de toutes petites peine, dans une nuit de lune gibbeuse, que nous découvrîmes à notre grand désenchantement les jardins dévastés de nos rêves. Et c'est ainsi que malgré plein de récits bariolés dans des bocages rieurs, et malgré le doux velours pâle de l'hiver, les noces mystiques furent teintées à jamais de fragile détresse. On se sentait comme des cibles mouvantes sous les flèches vives de la grêle noire, perdus que nous étions sur des ponts noyés dans d'épaisses brumes oppressantes. Septième vision de Balbise. Au pied des hautes tours crénelées, aux reflets de soleil d'or et aux ombres menaçantes, reposent d'antiques amphores, gorgées de nuit noire, adossées à de funestes stèles stériles. In illo tempore, comme dit le poète. C'est par la conscience du désert que nous vient l'appétit du plaisir. Et laissez-moi vous dire qu'après 40 jours dans le désert, on était drôlement dû pour le temps des prodiges. En outre, nous sommes tous des êtres vivants, et même si les rêveurs de Patagonie s'accrochaient aux vestiges du jour, il n'en demeure pas moins que l'insomnie des étoiles cachait les écrits fantômes des frères du vent. Et c'est dans le palais des miroirs que les intrus de la maison haute fomentèrent une émeute sanglante grâce à l'envoûtement du chaudron des sorcières. Et c'est au cri de « Aux armes, citoyens !» que s'enclencha la terrible guerre des gangs dans les rues de Gotham City. Mais à qui profite le crime, dites-vous? Voilà une question
Bien épineuse, n'est-ce pas? 8e vision de Balbise. Tous ces énormes fûts de chêne qui dorment dans des plaines poussives, sous des lunes ancestrales, attendant l'éveil des âmes. Cette époque vieillit mal, me dis-je pensivement. Quel sale temps! Quelle fin de siècle obscur! Bien sûr qu'il a fallu faire nos adieux à la reine morte. Nous ne sommes pas tous des rats tout de même. Je sais bien que la fontaine des innocents évoque encore l'amour au temps des solitudes. Je sais bien que les confessions d'une diva peuvent toujours apporter quelques lumières sur le mystère de l'auberge rouge, mais faudrait-il pour autant armer le bras de la vengeance? Ne vaudrait-il pas mieux passer un été idyllique à Baden-Baden avec un petit rhum express? Assurément, oui. Mais par ailleurs, train de la rumeur prétend que je suis mort hier. Voilà qui m'apparaît quelque peu exagéré, car une brisure à senestre ne peut qu'induire un silence de fer dans la ténébreuse maison aux débris. Invoquons donc la dague magique et scellons la 3e alliance. 9e vision de Balbise. Les vibrantes pierres sacrées de l'aurore pourpre, serties de lichens d'amarante, croissent sur les ivoires fins, obsédant dans leurs reflets nacrés. Allons donc voir un peu plus loin, car ici, la situation est difficile, me dis-je. Mais attention, fini le temps des erreurs, car depuis l'affaire du Dahlia noir, et grâce à des amis haut placés, nous avons pu obtenir nos visas pour Shanghai. Mais, manque de peau, le gentilhomme au pourpoint jaune, ostensoir en main, nous conduit au palais des livres anciens, où il nous est loisible de moult ouvrages et grimoires datant de l'époque médiévale. Et c'est alors que l'étoile de Madrid s'imposa d'elle-même, au hasard des mots, tel un éclat dans l'abîme. 10e vision de Balbise. L'insoutenable silence de milliers d'ibis déployant toute leur noblesse sur d'étranges étangs de velours vert, alors que les grandes marées solsticielles, nimbées d'un halo lourd et diffus, prennent d'assaut d'imperturbables falaises de grès bleu dans les nuits sans fin de la Voie lactée. Et toutes les têtes de chiens des rois mongols sous l'œil vengeur des femmes, consacrant l'aube des temps des déracinés. Or, c'est dans l'art de combattre l'ennui qu'on acquiert l'art de se perdre soi-même. Nous parviennent en revanche quelques nouvelles orientales susceptibles de lézarder un tant soit peu l'inébranlable pilier de l'American Forever. Seulement voilà, alors qu'on croyait perdu les clés du bonheur, vint à flotter dans l'air du soir un délicat nocturne indien faisant état d'un escalier menant au paradis et reposant sur un trépied d'or, dans d'ineffables nuits de satin blanc. Me vint aussi à l'esprit le fleuve d'Héraclite, induisant cette notion où toute chose suit un processus inéluctable d'écoulement vers le néant. Et j'imaginais des falaises de schiste bleu aux parois lisses séduisantes, subissant l'assaut inlassable des océans sous un ciel dur et ultramarin. J'ai également en mémoire la pénible épreuve du commandeur, et malgré l'oubli souverain des monolithes de glace, d'innombrables flaques lumineuses scellaient les portes de l'oubli sans qu'on puisse entonner le chant du fier compagnon errant. Et alors, tombe la pluie, bien que tout soit illuminé. Vient ensuite la profonde déchirure qui pousse nos pas inexorablement vers la mer. On voudrait un monde ailleurs, libéré de l'étoffe du diable. 11e et dernière vision de Balbise. Dans des alcôves secrètes et très bleues se cachent nos songes légers d'une très ancienne liberté. Et c'est en surplomb des saisons, aux couleurs fauves et musquées, que l'ivresse nous surprend, tout ébaubi avec nos regards flambés d'une ferveur toute lumineuse. Alors qu'au-dessus des hautes tours, et par des chemins de haute voltige, plane l'aurorale splendeur de nos âmes accomplies. Et c'est la couleur tombée du ciel vermeil qui nous dit que là-haut, tout est calme, et que la longue attente du Saint Graal amène l'appel mélancolique du couchant, marquant ainsi la fin de tout.